Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Stéphane Le Diraison, Time for Oceans, 18e du 9e Vendée Globe en 95 jours et 8 heures, 2 heures après Alan Roura. Écoute, bravo. Stéphane, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer pourquoi tu n'as pas pu venir avec ton bateau sur le ponton du Vendée Globe ? J'aime bien me faire remarquer en fait, et je me disais que c'était tellement dommage d'arriver avec le bateau alors que je peux le sortir de l'eau et arriver en semi-rigide. Et non, c'est le principe d'une bêtise, c'est-à-dire que le mouillage, il y a quand même beaucoup de houle, et les moteurs, on démonte les systèmes d'embrayage d'inverseurs pendant la course, donc c'était un système de textile. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est très très bête, il fallait faire arrière, on a fait avant, on a tiré sur le mauvais boot, et du coup le bateau il est parti dans le mouillage. Jusque-là, c'est pas très grave. Le boot s'est pris dans l'hélice, c'est toujours pas très grave. Mais là, c'est là où c'est devenu vraiment embêtant, c'est que comme il y a de la houle, c'est comme si on était au mouillage, mais pris par l'hélice. Et donc, à un moment, il y a eu un coup avec la vague et ça a arraché le support de la chaise. Heureusement, moi, j'étais dans la cabine et j'ai entendu un énorme crack et tout de suite, l'eau est montée. On a un trou dans la coque, donc j'ai mis la main pour boucher. Et puis, on a fait comme un point de compression, on pompait et on a sorti le bateau. Voilà. Donc, in fine, c'est pas très grave, c'est forcément frustrant. Voilà, c'est comme ça. C'est pas très grave parce que on aurait pu noyer le moteur, l'électricité, etc. In fine, ce sera vite oublié, voilà. Bon, en tout cas, un grand bravo d'avoir réussi à boucler cette grande boucle dont tu rêvais tant. Comment tu l'as vécu, ce Vendée Globe ? C'est une vaste question, je sais. Le mot qui me vient à l'esprit, ce serait avec intensité. Parce que voilà, c'est fort, c'est la course, l'épreuve de tous les superlatifs. Donc j'ai vécu avec intensité toutes ces émotions. Je suis monté parfois très très haut, au sommet de l'exaltation, et parfois j'ai dû faire appel à toute ma préparation mentale pour me remotiver dans des situations qui étaient très éprouvantes. Et en fait, c'était fidèle à ce que je venais chercher. Et voilà, c'est le défi, c'est le dépassement, c'est d'aller chercher une énergie, des ressources qu'on ne va pas chercher si on n'est pas dans un contexte comme celui-là. Et je me suis surpris moi-même à avoir une force physique même et mentale que je pensais pas avoir, et arriver à faire face à toutes les situations. Et là, c'était vraiment conforme à ce que j'en attendais. Voilà, cette situation. C'est vraiment particulier, et je pense que c'est propre aux solitaires et aussi autour du monde, parce que le parcours est tellement long, tellement exigeant, et on est évidemment tout seul, que de toute façon, on va devoir faire face à des aléas, et on peut compter sur personne. Et forcément, parfois, parfois, quand on n'a plus assez de ses deux mains et qu'il faudrait une troisième personne, il faut trouver des stratégies de contournement. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant, toute la course, même si c'est souvent difficile. Mais voilà, trouver les bonnes stratégies pour faire face. Et l'arrivée, elle est à la hauteur aussi, parce que de retrouver tout le monde, de partager ces belles émotions, c'est très fort. Et cette absence de transition est vraiment particulière. Il faut imaginer ce qu'on vit. On est dans une espèce de dimension parallèle pendant 95 jours. Et puis, notre bateau, cet habitat, il est petit, in fine. C'est une grande boîte en carbone, 95 jours dans la boîte. Et d'un seul coup, on coupe la ligne et cette boîte se remplit avec des caméras, des amis. Et c'est très particulier à vivre, c'est très agréable, bien sûr. Mais c'est aussi une émotion à gérer. Voilà, c'est à l'image du Vendée Globe, c'est les montagnes russes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Stéphane ?
Alors je vais poursuivre. Stéphane, parle-nous des mers du Sud. Vous rêvez tous en tant que marins de long surf au-dessus des dépressions. Là, ça a été une météo assez compliquée, assez coton. Parle-nous de ce Pacifique, finalement, que tu traversais pour la première fois, puisqu'il y a 4 ans, ça s'était arrêté au Cap Lewin. Alors, comment il était, ce Pacifique ? Déjà, on revient, si tu me permets, un petit peu sur l'océan Indien. L'océan Indien, il est fortement altéré par la porte des glaces, enfin la zone des glaces. Et non pas qu'il ne faille pas cette porte des glaces, mais ça souligne quand même petit problème de réchauffement climatique. Quand on voit jusqu'où ça remonte parfois, même si cette année, ce n'était pas si défavorable. Mais je ne sais pas si vous avez bien en tête qu'on s'est retrouvé régulièrement dans les anticyclones ou à faire du pré-serré dans le Grand Sud. Donc c'était beaucoup lié à des phénomènes météo qui sont décalés par rapport à leur situation normale. Et on est bloqué par cette zone des glaces et on ne peut pas les éviter. Et moi, ce jeu-là, j'ai été très très bien servi, puisque j'ai à peu près tout eu dans l'océan Indien. Donc j'ai eu chaud aux îles Kerguelen, mais par contre, j'ai eu des dépressions tropicales. Enfin, c'était dur, mais c'était pas du tout conforme à ce qu'on imagine du Grand Sud, et c'était absolument pas conforme à ce que j'ai vécu en 2016, qui était un Indien normal. Voilà, on arrive, on prend une dépression avec un front, on va très vite, ça enchaîne, une deuxième, ce qu'ont eu le groupe de tête, en fait, qui était un Indien, on va dire, normal. Alors après, ça c'est plus vrai une fois qu'on bascule dans l'océan Pacifique, parce que la zone des glaces devient beaucoup, beaucoup plus sud. Donc ça ouvre le jeu, même s'il y a quand même des butées qui sont parfois un petit peu gênantes. Et effectivement, on rêve de la grande houle longue et les longs surfs, au risque de briser un mythe. Moi, j'ai jamais vu une aussi belle houle que dans l'Atlantique Nord. Mes plus beaux surfs, je les ai faits en revenant de Québec. Et là, c'était les vagues comme on l'imagine, très longues. Et dans le Grand Sud, ce que j'ai vu moi, mais il semblerait que ce soit quand même assez souvent le cas quand j'échange avec d'autres skippers qui ont beaucoup d'expérience de ces mers, la mer, elle est souvent formée et très hachée, donc ça veut dire plutôt courte. Donc à ce petit jeu-là, moi je me suis retrouvé à affronter des systèmes dépressionnaires qui étaient extrêmement puissants et qui étaient tellement vastes que je ne pouvais plus les éviter. J'avais pas un bateau assez rapide pour m'échapper de là. Et notamment 48 heures de tempête dans l'océan Pacifique où le fichier de vague était à 8 mètres. Et donc ça, vous pouvez le vérifier. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une discussion de comptoir pour épater la galerie. Et quand on a un fichier de vague à 8 mètres, c'est la moyenne du tiers des vagues les plus hautes. La moyenne, ça veut dire que quand le fichier il est à 8 mètres, on rencontre des vagues de 10. Et là où ça devenait sympathique, c'est que la période, donc le temps qui s'écoule entre deux vagues est très court. Et ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que les vagues, elles se cambrent. Et donc, elles déferlent. Et là, on était bien loin de l'image des collines qu'on dévale en surf. C'est plutôt trouver le moyen de ralentir le bateau pour ne pas aller se fracasser dans les vagues de devant. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'était la couleur. La mer, en fait, dans cette tempête, si on prend l'étendue du vent, c'était sur 4-5 jours, donc c'est long, elle était blanche, la mer. C'est blanc, c'était laiteux, elle est tellement écumeuse, tellement déferlante qu'elle était uniformément blanche et rageuse. On sent qu'elle est puissante, dangereuse, et voilà. Donc c'est une belle épreuve. Moi, je suis content d'avoir surmonté ça, d'avoir vu ces mers-là. Mais voilà, les longs surfs, non, c'était pas là. N'hésitez pas, vous levez le bras si vous avez une question. Et puis on t'a vu exulter au Cap Horn, c'était magnifique, c'était vraiment... on sentait que c'était très fort émotionnellement. Ce Cap Horn qui n'est pas forcément le cap de la délivrance, mais quelque part si. Pour moi, c'était fort pour plein de raisons. Déjà parce que le Cap Horn, ça je pense que c'est commun à tous les marins et solitaires, ça fait rêver. Voilà, ça a accompagné les récits des Moi Tessier, autres Gérard Janichon ou Kersozon, puis après les marins du Vendée Globe. Donc il y a tout cet imaginaire autour, comment c'est ce Cap Horn, cette tempête, cette mer, donc il y a cette projection. Et donc il y avait déjà ce côté extrêmement excitant de vivre, finalement, de rentrer dans ce rêve. Et puis ensuite, il y a l'aspect Vendée Globe, donc il y a deux dimensions en plus. C'est la première, c'est que ça commence à être bien sympa le Grand Sud, mais
au bout de 40 jours, on se dit que ce serait quand même pas mal de retrouver un peu de chaleur et que la houle se calme. Donc ça marque la porte de sortie. Et cet aspect-là, il a été complètement exacerbé par ce que j'ai vécu dans l'océan Pacifique. À un moment, j'arrivais vraiment dans mes limites, et c'est ça qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a un moment, ça me paraissait pas surmontable d'avoir plus. J'ai dit là, c'est affreux, j'en peux plus, je suis fatigué. Et puis pourtant, il y a eu plus. Et puis il fallait quand même faire face. Et puis encore plus, et puis encore. Et à chaque fois, on repousse la limite. Parce qu'il y avait des rafales. En fait, j'ai eu jusqu'à des périodes de 60 nœuds établis. Et avec des averses de neige. Et donc là, il faut imaginer ce que c'est. Hein, le vent se met à hurler copieusement dans les haubans. J'avais un tourmentin, donc vraiment une voile de tempête, et le bateau, il est quand même couché. Donc il faut imaginer la scène dans la cabine, le bateau qui se couche sur l'eau, j'ouvre la porte pour sortir, on voit les vagues qui déferlent derrière, etc. Donc c'est éprouvant. C'est très éprouvant. Donc à un moment, oui, quand ça s'est calmé, j'avais qu'une envie, c'était de partir de là. Donc le Cap Horn, c'était plein de choses, et c'était effectivement une délivrance par rapport à ce que j'avais vécu, qui était franchement assez radical. Et malgré tout, on a ressenti, nous à Terre, une certaine belle philosophie de ta part. Tu nous écrivais des messages vraiment chouettes. Est-ce que cette préparation mentale, tu lui dois beaucoup aussi d'avoir pu finalement résister et toujours d'être dans l'attitude assez positive? Ah oui, je lui dois beaucoup, même si évidemment c'est un travail, parce qu'il y a des moments, et malheureusement pour Solène, c'est elle qui en faisait les frais. Donc Solène qui gère le projet à mes côtés, et c'était la personne à qui je racontais mes malheurs. Donc la pauvre, elle a des listes de messages, j'ai cassé ci, j'ai ça, gna gna gna, et donc voilà, je mentirais si je disais que je suis toujours positif. Parfois, il y a besoin de sortir aussi ses émotions, puis les faire sortir, c'est aussi comment dirais-je, mettre un mot sur une émotion, puis ça permet d'avancer, de s'en débarrasser. Donc oui, la préparation mentale, elle a été fondamentale pour moi, fondamentale pour réussir à faire ce tour du monde, et fondamentale pour prendre du plaisir, et que ça ait du sens. Voilà. Si c'est tourné juste pour la gloire et dire je l'ai fait, c'est bien, mais moi j'attendais quelque chose de plus, vraiment une dimension liée au développement personnel aussi, à vraiment savourer, même si c'est pas toujours facile, la chance incroyable que l'on a. C'est un défi, mais c'est une chance que j'ai mesurée tout au long de la course. Quand j'allais pas bien, c'était l'ultime recours, c'était de me dire mais attends bonhomme, c'est incroyable. Combien de personnes ont la chance de vivre leurs rêves et de pouvoir comme ça faire le tour du monde. Donc remis dans ce contexte-là, l'énergie revient et ça repart. Un mot sur ton bateau, Stéphane. Tu nous disais joliment il y a quelques jours, mon bateau me demande ramène-moi. Oui, ça a été beaucoup d'avaries. Parle-nous de l'état de ton bateau aujourd'hui, en dehors de... Oui, jusqu'au bout, le pauvre vieux, il avait hâte d'aller à la clinique. Mon bateau, c'est un très bon bateau des générations 2008, qui était un bateau solide, c'est important comme paramètre, et que j'ai choisi de faire évoluer radicalement, en lui mettant des foils, mais pas que, en changeant le safran, une partie du pont, le cockpit, etc. Et ce que je ne pouvais pas deviner malheureusement quand j'ai pris la décision de faire ces travaux, c'est qu'il y aurait monsieur ou madame Covid qui passerait par là. Et le 16 mars 2020, c'était il n'y a pas si longtemps, grand moment d'émotion, parce que mon bateau, le pont était ouvert en deux. En fait, le bateau était complètement ouvert. Et là, la porte du chantier se ferme. Alors, on est le 16 mars, l'année du Vendée Globe. Donc je vous laisse imaginer, je suis passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en me demandant comment j'allais faire pour que ce chantier se termine. Donc je peux vous dire que ça a été un challenge relevé grâce à toute l'équipe, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce bateau pour qu'on soit là. Et puis je les remercie parce que non seulement on était là, mais ce tour du monde, je l'ai bouclé. Mais forcément, il y a un peu de déchets au passage.
Tout n'était pas fiabilisé, loin de là. Et en fait, cette navigation, elle a été polluée par plein de petites choses qui auraient pu être corrigées facilement, qui n'ont pas pu l'être, et qui m'ont pourri la vie, si j'ose dire. Je vais prendre l'exemple tout simple des systèmes de hook de grand voile. Quand on ne connaît pas, on ne se rend pas trop compte que c'est quoi le hook de grand voile. Mais bon, en gros, la voile principale, qui est la grand voile, quand on en fait plus ce qu'on veut, ou voir qu'on ne peut plus la tenir, y a un problème, quoi. Et c'était un bête bout qui frottait. Enfin, en mer, tout prend une dimension incroyable, alors qu'à terre, ça aurait été super facile si on avait navigué juste 2 mois de plus. Et la liste comme ça, elle est dingue. Donc là aussi, la préparation mentale, elle était fondamentale, parce qu'il y a une frustration qui s'installe. Dès la première nuit, en vérité. Pour l'anecdote, je partais dans le sud-ouest j'étais avec Jean, avec Damien. J'étais avec eux, vraiment. Après, c'était le tout début. Je ne suis pas en train de dire que j'aurais fait le tour avec eux. Mais en tout cas, ça partait bien. Et là, bing, dans le premier front, je remplis la soute à voile d'eau. Donc décemment, je ne peux pas continuer à faire le match avec eux comme si rien ne se passait. Donc je ralentis le bateau pendant 2 heures. Donc je perds 10 000 pour pomper et essayer de comprendre. Parce que là, j'ai encore le temps de rentrer au Sable d'Olonne pour réparer. Donc je pompe et en fait, je me trompe dans mon diagnostic. Et toujours est-il que bing, je prends un retard. Et puis la deuxième nuit, juste après, j'ai un problème avec les cales de foil qui ont un peu de jeu. Et puis juste après, c'est mon réservoir de gasoil qui était mal fixé qui part, qui se déverse en partie dans le bateau. Et en fait, tout ça m'a privé d'emblée de la possibilité de rester joué au contact. Et le reste de la course, en fait, a fait que ça n'a jamais été possible de revenir. Et au contraire, ça a fait que s'étendre comme un élastique. Donc là, évidemment, la préparation mentale, elle était déterminante pour pas jouer à Calimero et se dire c'est pas juste. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Le nouveau point de départ, c'est avec les fuites et le gasoil et le machin. Maintenant, comment je peux tirer le meilleur parti meilleur de cette situation, de la météo que j'ai. Et à chaque fois, ça a été comme ça réactualisé tout au long de la course avec des nouveaux obstacles qui se rajoutaient. Et l'eau, ça a été vraiment un problème. Mon bateau, je serais curieux de comptabiliser combien de milliers de litres j'ai vidé. La pire situation, on a estimé avec l'architecte, avec les photos et le volume, je devais avoir 4 à 5 000 litres d'eau dans le bateau. 4 à 5 000 litres, 5 tonnes. Ouais. En fait, mon bateau, il était bizarre. J'ai trouvé qu'il y avait un comportement étrange. Donc, j'ouvre la cloison étanche et là, vision d'horreur en pleine nuit avec la lampe frontale, les pare-battages qui étaient là-dedans qui flottaient, machin. Voilà, donc c'est tout ça, voilà, dans un monde parfait, aurait été solutionné avant de partir. Alors, il y a une petite question d'Adrien François sur Internet. Alors, je te la pose. Est-ce que Stéphane se rend compte de son évolution depuis sa préparation en mini il y a 10 ans et son Vendée Globe aujourd'hui? Le bateau a grandi. Oui, bien sûr, je mesure tout ce que j'ai appris et toutes les étapes par lesquelles je suis passé. Et c'est bon, et il est rigolo parce qu'il est là, en fait, il pose des questions par Internet, mais il est bon, en fait, d'avoir ça en tête. Donc, je te remercie pour cette question parce que finalement, c'est important de ne pas oublier tout ce chemin pour... Voilà, justement, quand il y a des petits aléas, que ça ne se passe pas comme prévu et tout, relativiser et remettre ça dans un contexte plus global en se disant attends, je suis passé par toute cette étape-là, je suis là aujourd'hui, ça c'est pas important. Mais oui, et je pense que la mini d'ailleurs, et c'est pas pour rien qu'on voit aujourd'hui, c'est presque la majorité des coureurs qui sont passés par la mini transat. C'est un peu un laboratoire, ça ressemble un petit peu à tous les paramètres du Vendée Globe, à l'échelle 1/10, et pas que le bateau. Donc c'est une très belle école. À tout point de vue. J'ai appris beaucoup de choses et puis moi je suis content de mon parcours dans le sens où je suis monté graduellement. Après chacun avec sa personnalité, il y en a qui crament les étapes, qui hyper tôt ont la maturité pour le faire et moi j'ai eu besoin de construire étape par étape comme ça mon projet. Un petit mot sur le lien que vous avez tous entre vous, là, les marins. Vous êtes tous trop contents de vous retrouver. Tu disais, avant d'arriver, dans les regards, il y aura certainement plus de choses que dans les mots. Enfin, vous avez créé des liens forts sur ce Vendée Globe.
Oui, et alors j'en ai pas fait 4 comme Cali ou 6 comme Jean, mais en 2016, j'ai pas ressenti la même chose. Et cette année, peut-être parce que la situation était particulière avec tout ce qu'on avait vécu en 2020, peut-être parce que les moyens numériques nous permettent d'échanger plus facilement aussi. Mais avant, on pouvait quand même s'envoyer des messages. Il s'est créé des liens extrêmement forts. Beaucoup d'échanges. Ce que je disais tout à l'heure sur le ponton, moi, ce qui m'a touché, c'était qu'il y avait à chaque fois que les bateaux avec lesquels je naviguais sur zone, des échanges quand la situation était potentiellement dangereuse. Et j'entendais Alan qui glissait un mot sur Jérémy, et en fait j'ai envie d'en glisser un aussi, parce que Jérémy il représentait pour Alan et moi, et puis pour beaucoup, l'archétype même du coureur, c'est je gagne ou rien, qui a gagné 3 fois la solitaire, qui est un navigateur acharné. Et puis on s'est retrouvé bord à bord avec lui, qui était dans une autre course aussi. Et puis en fait c'était un échange qui était super chouette, parce que là on n'était plus du tout dans gagner machin à tout prix, mais dans des échanges bienveillants, des conseils. Voilà, donc c'était des échanges qui étaient très très riches. Mais donc je pense à lui, mais c'est vrai avec tous, avec Alan et Kali, on n'a fait que papoter tout du début à la fin. On avait notre groupe à tous les trois, et on était plus que quotidiennement en train de se chambrer, de s'encourager. Voilà. Il y a le groupe de tous les coureurs qui est super sympa, parce que ça a permis de solutionner beaucoup de problèmes. Mais j'en ai fait l'expérience, et c'était vraiment superbe, que c'était la solidarité des marins et jusqu'à donner des solutions pour régler les problèmes auxquels on devait faire face. Mais il y a eu beaucoup d'échanges comme ça. Donc voilà, puis c'était une édition qui était éprouvante pour tout le monde. Hein. C'est pas pour rien que les vainqueurs, là, ils ont mis 80 jours, hein, c'est ça ? 80 jours, vu les bateaux, on pensait tous qu'on allait mettre 70, 10 de plus, donc ça veut bien dire que ça s'est pas passé comme prévu pour personne. Et globalement, on a tous été beaucoup éprouvés physiquement, mentalement sur cette épreuve, et donc je pense que ça renforce aussi, hein, ça renforce les liens. Et tout à l'heure, sur le ponton avec Pip et puis Kojiro, c'était effectivement les regards en disaient long. Voilà, on savait ce qu'on avait vécu ensemble, ce qu'on a partagé, et il n'y a pas eu besoin de parler beaucoup. Une dernière question, Stéphane, qui est c'est peut-être un peu trop tôt pour te la poser, mais quel sera fait tes 4 prochaines années ? Est-ce que tu reviens ? Quels sont tes projets ? Alors évidemment, je m'étais préparé à la question, parce que je sais que c'est un passage obligé. C'est dur de répondre comme ça. Évidemment, mon envie, c'est de continuer. C'est de continuer non seulement la course, mais à porter ce message Time for Oceans, et aller beaucoup plus loin et faire la démonstration qu'on peut construire un bateau qui soit plus simple. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de démonstrations sur cette course que des bateaux simples, ça marche bien, qui serait aussi moins cher, et qui ferait la démonstration qu'on peut construire avec ces paramètres-là, en étant beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et je suis personnellement, moi, assez déçu d'entendre qu'il y a plein de projets. Alors, pas qu'il y ait plein de projets de construction, ça c'est super. Mais dans ces projets-là, j'entends personne qui intègre la contrainte environnementale. Si on continue comme si de rien n'était. Bon, il me semble que c'est une évidence aujourd'hui qu'on doit tous adapter notre mode de vie à cette urgence environnementale. Et je suis, je vais utiliser un mot fort, choqué de voir que dans la voile, on passe au travers de ça, et on fait comme si ça ne nous concernait pas quelque part. Donc moi, j'ai vraiment à cœur de continuer et de démontrer qu'on peut faire autrement. Et puis bien sûr, ce serait l'occasion de partir de la page blanche. J'ai pris des notes de tout ce qui m'a marqué sur ce Vendée Globe, qu'est-ce qui me plaît dans le bateau, qu'est-ce qui me plaisait pas. Et je serais vraiment hyper heureux de pouvoir concevoir un bateau qui me ressemble, qui correspond vraiment à ma façon de naviguer. Et comment dirais-je, dernier point, c'est que revenir sur Vendée Globe, évidemment, ce serait très intéressant, mais j'ai envie de dire, pas à n'importe quelle condition. J'étais là en 2016, j'étais là en 2020, j'ai bouclé le parcours. Maintenant, je vois
je vois comment il faut le faire pour que ce soit bien. Il faut qu'il y ait un certain enchaînement, certains moyens techniques et autres. Et j'aurais envie de revenir en ayant les conditions pour le faire bien. Dernière question, promis. Pareil, d'Internet. Est-ce que tu peux nous parler de la chanson que tu as choisie, Time for Oceans? C'est chic d'avoir sa chanson. Alors je vais vous raconter en 2 mots parce que c'était très sympa. Mes enfants donc, sont scolarisés dans une école de Boulogne-Billancourt. Et à la fin de l'année, les maîtresses ont insisté à fond. Est-ce que vous serez à la fête de l'école? C'est important, machin. Oui, bah, c'est bon. Donc je suis allé à la fête de l'école. Et là, il y a 2 maîtresses qui m'ont fait une super surprise. Elles ont aligné 60 enfants de 2 classes qui se sont mis à me chanter Time for Oceans. Et en fait, elles s'étaient adressées à un compositeur de chansons enfantines. Et elles lui avaient demandé, elles avaient trouvé un financement avec le département pour payer cette personne à écrire une chanson et à le faire répéter aux élèves. Et moi, quand j'ai vu le truc, j'étais hyper touché. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Franchement, les paroles sont chouettes, la mélodie, c'est vraiment de bonne qualité. Et là, je leur ai dit, moi, je voudrais prendre contact avec le compositeur. Et puis, je veux qu'on en fasse quelque chose. Donc, quelques mois après, on s'est retrouvés dans une belle salle, la plus belle salle de spectacle de Boulogne-Billancourt, et on a fait des enregistrements. Et c'était une expérience magnifique, déjà de voir comment ils travaillent. Je peux vous dire qu'une assemblée avec 60 enfants qui ont 9 ou 10 ans, et les faire chanter comme ça à l'unisson, il a un vrai pouvoir, ce monsieur. et c'était super de voir comment il travaillait. Donc, grâce à Boulogne-Billancourt, on a pu faire ça. Et aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé dans les classes. Voilà, on a fait, il y avait un site internet dédié Kids for Oceans, et on a eu 1600, 2000, 1600, voilà, personnes qui suivaient notre kit pédagogique et qui sont pour l'essentiel des instituteurs. Et beaucoup utilisent cette chanson. Voilà, donc c'est une grande fierté de voir que modestement on contribue à la prise de conscience auprès des enfants. Un grand bravo, un grand merci Stéphane Le Diraison, merci beaucoup.